Et bienvenue dans cet épisode 46 de Voyage Cast, en escale à Bangkok avec Sil Ryan. Vous vous en souvenez certainement, il était venu nous parler de la Thaïlande dans l'épisode 41. Nous avions évoqué la politique et divers problèmes ou conditions qu'on peut trouver en Thaïlande et qui peuvent interpeller le voyageur qui y va pour la première fois. On a d'ailleurs profité du début du podcast pour revenir sur certains de ces points qui nous ont interpellés, sur lesquels on a réfléchi, et puis on avait aussi eu quelques remarques qui déploraient l'aspect un peu pessimiste et défaitiste de cet épisode sur la Thaïlande, et puis on est revenu pour expliquer nos points de vue et les étayer avec quelques réflexions. Mais ne vous inquiétez pas, ce coup-ci on a été beaucoup plus positif. On est surtout resté sur Bangkok, bien que beaucoup finalement des conseils et des choses qu'on donne sont aussi valables ailleurs en Thaïlande, surtout au sud d'ailleurs. En bref, on a parlé de musées d'art contemporain, on a parlé de nourriture naturellement, ce qui fait l'unanimité parmi les voyageurs qui vont en Thaïlande. On a parlé des marchés, on a parlé des malls, qui sont des endroits que nous avons aimés dans nos voyages en Asie et on va vous expliquer pourquoi. On a parlé des transports aussi avec les inévitables taxis et bus et métros aériens. Tout cela agrémenté de quelques petites anecdotes qui sont arrivées à Xil durant ses voyages. Si vous voyagez en Asie, il est d'ailleurs fort probable que vous ayez la possibilité de faire une escale à Bangkok. Et puis finalement, on va vous expliquer ce qu'il y a d'intéressant à faire sur plusieurs jours. Vous ne serez pas perdu à Bangkok. Je profite juste de 5 secondes pour ceux qui n'écouteraient pas jusqu'à la fin du podcast. Si vous en avez l'occasion, et je vous le demande très rarement parce que je déteste le faire, d'aller sur iTunes, et oui, moi aussi je déteste ce programme de façon absolue, n'hésitez pas à aller vous abonner sur VoyageCast par iTunes et à laisser un commentaire, voire des étoiles, mettez-en combien vous voulez, mais voilà, ça me fait plaisir, et puis accessoirement, surtout, ça aide VoyageCast à exister sur iTunes, et à ce qui paraît, c'est un truc plutôt utile pour les podcasteurs. Donc voilà, si vous avez 2 minutes à perdre, n'hésitez pas à le faire pour moi, vous pouvez même le faire en écoutant le podcast, ce qui vous permet de faire du multitasking et donc de gagner du temps. C'est pas génial tout ça ? Bon allez, je vous laisse, bonne interview. Après 18 heures dans la carlingue d'un avion, 3 films nazes, 2 plateaux repas, 6 bières, et pas une seule seconde de sommeil, j'ai enfin atterri. Et toi, à Bangkok. Les cascades, tu veux voir? Attends, le marché flottant, 1500 bahts. Je te fais un prix, viens. Salut, tu cherches un hôtel? Non, si ça va, je les ai trouvés. Qu'est-ce que tu cherches là? Et voilà, Tu veux vendre ton passeport? Bangkok, la ville de tous les plaisirs, la porte de l'Asie du Sud-Est. Le dollar et le Deutsche Mark qui s'échangent contre de fausses montres et de vrais cicatrices. Bonjour et bienvenue sur VoyageCast, je suis de nouveau accompagné de David. Salut David. Salut Jonathan. Alors comment ça va aujourd'hui en Irlande ? Il fait froid un peu, hein, non ? Oui, il fait froid, j'ai coupé mon radiateur histoire d'éviter d'avoir des bruits parasites dans le podcast, mais oui, on se les gèle un petit peu. Ok, bon, on va parler d'un pays où il fait chaud théoriquement, hein, quand même, assez souvent, la Thaïlande. On avait déjà parlé de la Thaïlande la dernière fois avec toi, c'était il y a quelques mois, c'était fin novembre, je crois. Tout à fait. Je pense même qu'on peut dire qu'il y fait tout le temps chaud sans faire d'erreur. Tout d'un coup, en le disant, je me suis dit, est-ce que je dis une bêtise parce que d'un coup, il y a quand même une saison où il fait 15 degrés, mais bon, voilà, globalement, il fait chaud. Alors, on va juste revenir sur une ou deux petites remarques qui ont été faites sur le dernier épisode sur la Thaïlande, qui disait qu'on avait été un peu défaitiste et négatif. Alors, j'aimerais juste revenir sur cette critique parce que je suis pas tout à fait d'accord et je trouve qu'au contraire, on a été positif sur certains points et on a été beaucoup trop positif sur d'autres. Alors, dans le dernier podcast qu'on avait enregistré ensemble, on avait parlé de la politique. On avait essayé d'exposer un peu comment le pays fonctionnait et comment le pays allait fonctionner dans les prochains mois. On avait été positif là parce qu'on avait dit qu'on espérait que le jour où le podcast sortirait, si ça se trouve, les problèmes seraient déjà réglés. C'est pas le cas du tout. Eh ben non, exactement. On parle. Et d'ailleurs, oui, ça dégénère pas mal. J'en parlais avec des amis thaï récemment, et bon, c'est plutôt en train de partir en mode assez chaud, vu que l'opposition refuse de participer, ou a refusé. D'ailleurs, ça doit être exactement, de participer aux élections législatives, et que les gens descendent toujours dans la rue. Donc cette fois-ci, c'est plus les chemises rouges, c'est ceux qu'on appelait à une certaine époque les chemises jaunes, c'est-à-dire le Parti démocrate qui descend pour virer la sœur de Thaksin Shinawatra du pouvoir, mais c'est toujours la même crise politique qui se poursuit depuis 10-20 ans maintenant. Exactement, et qui va pas mieux, hein, là. Il y a un article du Monde qui est sorti, hein, la monnaie
Donc le baht, elle a perdu 18% de sa valeur en 10 mois, ce qui est quand même rarement le cas dans les pays qui vont très bien, hein, il faut le dire. Donc voilà, juste sur le point de vue politique, je crois qu'on a plutôt été positif parce qu'on a dit qu'on espérait que ça allait mieux, et ben la réalité nous donne malheureusement tort pour l'instant, hein. On espère que ça va mieux aller. Après, ça a pas non plus dégénéré dans quelque chose de d'extrêmement violent non plus. Ah non, enfin, c'est vrai, heureusement, hein, on est d'accord, mais enfin globalement c'est quand même pas une situation qui est enviable, je pense, de ce point de vue-là. Mais on remarque quand même un truc qui est assez hallucinant, c'est que là on a un pays qui est en état de révolution en quelque sorte, et le tourisme continue. Enfin, il y a toujours des gens qui vont visiter la Thaïlande. J'en connais deux qui sont partis il y a quelques jours, et bon, ça, le système touristique arrive à fonctionner en parallèle d'une révolution, et ce qui est assez étonnant, et en même temps c'est peut-être un des points de vue positifs du tourisme ici. À mon avis, il y aurait pas de tourisme, ça se passerait autrement. Exactement, c'est un peu ça qui contribue. Oui. J'ose dans mon esprit, pourtant qui, je vais le redire après, qui déteste le tourisme comme il est fait en Thaïlande. Je pense que ça peut agir à quelque part comme tampon justement, et espérant que ce tampon reste le plus longtemps possible. Le jour où il y a plus de touristes en Thaïlande, à mon avis, ça se passe autrement. Enfin bref, on va passer la politique assez rapidement. On avait parlé de la prostitution. Alors est-ce que c'est négatif ou pas? Moi, globalement, je suis toujours très incertain par rapport à la prostitution, et je trouve que dans le meilleur des mondes c'est quelque chose qui ne devrait pas exister, hein. Il faut être clair, c'est quand même des situations un peu compliquées. On avait parlé des ladyboys aussi. Alors pour le coup, moi je trouvais que c'était plutôt quelque chose de positif, hein, parce que on avait quand même parlé que les ladyboys, pour l'essentiel, pouvaient avoir une vie à peu près normale, étaient estimés en tout cas beaucoup mieux qu'en Europe, hein. Je suis désolé, ils peuvent travailler par exemple, je suppose pas forcément à tous les postes, mais en tout cas sans doute beaucoup plus facilement en Thaïlande qu'en Suisse ou qu'en France. Donc pour moi c'est quelque chose de positif, hein, là. Il y a beaucoup moins de stigmatisation sur cet état, ce genre qu'en Europe, ouais. Exactement. Puis ensuite, ce week-end, justement, je viens de cours qu'on a fait en France avec la Villa du Grand Bivouac, et puis on est revenu sur les cas des femmes girafes. C'est un anthropologue qui nous en a parlé, et là pour le coup on a été beaucoup trop sympa, je trouve, parce que nous on a dit voilà, c'est des villages fake qui ont été construits il y a une quinzaine d'années, bon c'est pas terrible d'y aller, c'est de toute façon du faux, hein, il faut être clair, et des femmes qui sont un peu obligées de le faire. On avait un petit peu dit aussi que c'était une exploitation de la misère, mais pour dire, par exemple, il y a 3 villages globalement qui ont été créés pour ça, hein. Il y a un des 3 où si vous suivez un petit chemin et que vous passez quelques palissades, il y a à peu près à 500 mètres, 1 kilomètre, il y a un monstrueux camp de réfugiés, des réfugiés qui viennent souvent du Myanmar, hein, ou des environs. Bon, bref, voilà quoi. Là, on a vraiment le petit zoo humain tout près d'un zoo humain un peu plus dégueulasse. Bon, voilà. Enfin, je sais pas comment on peut voir ça d'un point de vue positif. Je trouve, hein, j'ai un peu de la peine. J'ai appris un autre truc aussi par l'anthropologue. Il semblerait que ces femmes girafes, en fait, n'aient pas été une généralité dans ces tribus, hein. Il semblerait que c'était une petite partie de la population féminine qui était affluée de ces bracelets, hein, de ces ressorts, on peut presque dire, parce que ça ressemble plus à des ressorts qu'à des colliers. Et maintenant, ils en mettent à tout le monde parce que c'est cool et les touristes aiment bien faire les photos. Bon, voilà, on va pas s'apesantir là-dessus, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonnes choses à voir de ce point de vue-là. On avait parlé de l'iconographie hitlérienne aussi. Alors là, bon, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? On a dit que c'était une autre culture et que là-bas ça passait, ici ça passerait pas. Voilà, il y a quelque chose à ajouter là-dessus, j'en sais rien. Non, ça me semble moins, ça me semble beaucoup moins grave que ce dont on vient de parler au niveau des femmes des girafes ou au niveau de l'état insurrectionnel du pays. Mais voilà. Donc il me semble qu'on n'a pas été si positif que ça. Il faut peut-être pas le voir d'un point de vue négatif, c'est seulement des différences. Alors en point de vue, comme tu as dit, femmes girafes et la politique, j'ai quand même de la peine à le voir d'un point de vue sympa. Et puis j'aimerais revenir sur, et tu vas avoir la dure tâche aujourd'hui, de me faire aimer la Thaïlande. Surtout la Thaïlande dont on parle souvent, Bangkok, Pattaya et toute l'équipe là, ou même Phuket, hein, dans l'absolu. J'explique Pattaya et Phuket, je risque de pas trop t'en parler parce que je ne connais pas. Voilà, mais j'ai quand même expliqué pourquoi globalement j'aime pas vraiment. C'est parce que la Thaïlande, elle est quand même prise en modèle par un grand nombre de pays autour, le Laos, le Cambodge, le Vietnam, les Philippines.
ont envie de faire la même chose que la Thaïlande parce qu'effectivement, il y a beaucoup de touristes et ça génère de la richesse, hein, c'est clair. Mais pour moi, c'est pas le tourisme que j'aurais vraiment envie de voir partout. Aux Philippines, par exemple, on voit vraiment les villes avancer. C'est hallucinant. Alors, ça avance avec les routes. C'est-à-dire, plus la route est bien faite, plus les touristes y vont et plus ça se thaïlandise, tu sais. Donc, t'as vraiment des plages où tu vois qu'il y a de plus en plus d'hôtels, où il y a de plus en plus de discothèques et de trucs comme ça. Et plus la route est compliquée à aller, et puis plus c'est petit village de pêcheurs, tu vois. Et c'est assez hallucinant parce que certains gars qui voyageaient avaient déjà été en Thaïlande, ils arrivaient à un endroit, ils disaient ah tiens ici c'est comme la Thaïlande il y a 15 ans. Après ils allaient dans un autre endroit, ah tiens ici c'est comme la Thaïlande il y a 20 ans. Ah ici c'est comme la Thaïlande il y a 5 ans. Et si c'est vraiment pour que tous les pays autour ressemblent à la Thaïlande, je sais pas, je suis peut-être le seul à trouver ça naze, mais j'en sais rien, mais l'uniformisation totale est pas forcément est pas quelque chose de positif. Après, faut pas non plus faut faire la différence entre le côté on a envie de garder l'originalité, l'authenticité d'un pays et il faut le laisser se développer. Voilà. Parce que je veux dire, qu'est-ce qui ressemble plus à une grosse mégalopole asiatique qu'une autre grosse mégalopole asiatique? C'est assez difficile. En même temps, la plupart des populations locales entre vivre dans un état de pauvreté important et passer à une forme de développement qui fait perdre une certaine authenticité au passage, généralement ils hésitent pas forcément. Non, et on ferait la même chose qu'eux, hein, on ferait la même chose. Ouais. C'est tout à fait normal, mais c'est vrai que moi ce qui m'avait le plus choqué, donc j'ai pas fait, en fait, en Asie, je n'ai fait aucune côte. C'est-à-dire j'étais en Indonésie, j'ai pas fait la côte, j'étais en Thaïlande, j'ai pas fait le bord de mer. Si j'ai fait un bord de mer vite fait en Chine, du côté de Canton, mais je pense que c'est pas vraiment un endroit. C'est pas un endroit vraiment touristique. Donc les endroits vraiment touristiques, je les connais pas, uniformisés dont tu parles, je les connais pas trop. Mais par contre, ce qui m'avait beaucoup choqué personnellement, c'est quand j'avais débarqué, quand j'avais été à Angkor. Angkor, qui dans ma tête était une espèce de petit, enfin pas de petit, de grand temple perdu dans la jungle. Donc Angkor qui est pas en Thaïlande, hein, qui est au Cambodge. Ouais. Ça m'a donné l'impression d'être une espèce de, enfin j'avais un peu l'impression d'être à Disneyland quoi quand je suis arrivé, avec des espèces de gros hôtels qui s'étaient construits en masse dans la ville d'à côté. Je crois que c'est Siem Reap, j'espère que exactement, ouais, c'est ça. Et quelque chose qui pour le coup c'était pas mal dénaturé entre guillemets, le tout avec un rapport aux touristes qui était assez agressif. Je sais pas si en avais-je parlé lors de l'épisode précédent, du coup donc là pour le coup il y a énormément de street kids. Tu m'arrêtes hein, si jamais j'en avais parlé. Il y a énormément de street kids au Cambodge quand on va à Siem Reap. Le système éducatif cambodgien doit sûrement pas très bien marcher pour le coup, contrairement au système thaïlandais qui marche à peu près. Et ce qui est assez étrange, enfin ce qui est pas assez étrange, c'est que il y a vraiment une exploitation de la misère à ce niveau-là. Tu vas avoir donc des petits enfants qui se baladent dans les rues de 5-6 ans et qui portent leur petite sœur nouveau-née. Et ils vont demander principalement aux femmes occidentales d'aller leur acheter du lait concentré. Ce qui semble relativement logique. De toute façon, il faut du lait pour nourrir les aider, ouais, en tout cas, ouais. Le seul problème, c'est que quand tu vas te rendre dans le supermarché d'à côté, tu vas voir qu'en effet, ils vendent des gros bidons de lait en poudre, mais que, mis à part l'alcool, en fait, c'est l'élément le plus cher du supermarché. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le môme pourrait difficilement te demander d'aller lui acheter des bouteilles de whisky. Ça passerait pour moins bien. Pour le bébé, ça passerait moins. Ouais. Exactement. Et donc, tu as un trafic, façon exploitation de ses enfants et achat c'est une espèce de taxe. C'est pas pour nourrir la petite sœur, c'est une exploitation d'enfants pour faire de la mendicité par des réseaux, ce qui est l'exploitation de la forme d'exploitation de la misère la plus dégueulasse qui soit. Donc là, pour le coup, niveau tourisme peu agréable, et développement intensif et rapide, j'ai trouvé que Siem Reap était un très bon exemple ou un très mauvais exemple.
Ouais, bon. on en a parlé encore ce week-end justement. C'est quelque chose d'extrêmement complexe, que ça grandisse assez pour que effectivement il y a une amélioration de la richesse des gens, hein, c'est clair. Je pense qu'ils ont le droit d'avoir exactement la même chose que nous, et qu'en même temps ça soit pas surexploité. Et puis bon, ben voilà, on connaît l'équilibre de l'être humain, hein, il a vraiment de la peine avec ça. Enfin bon, bref, on va passer sur le sujet. On aura peut-être l'occasion d'en parler plus longtemps avec peut-être des gens qui y connaissent un peu plus. Oui, mais bon, bref, c'était pour revenir sur le truc. Je pense pas qu'on a été spécialement négatif, et je pense que quand même si on regarde vraiment la partie hyper touristique de la Thaïlande avec des yeux relativement neutres, il n'y a pas tout acheté, loin de là, mais en même temps, voilà, il y a quand même des choses à dire aussi qui, à mon avis, fonctionnent pas comme ça pourrait fonctionner. Bref, on va parler de Bangkok. Alors là, on va essayer d'être positif, on va rien dire de mal sur Bangkok. C'est une ville magnifique, géniale. Enfin, ça ressemble à quoi Bangkok ? Alors t'as dit qu'avant, toutes les grandes villes asiatiques se ressemblaient, alors du coup, ça ressemble à tout le reste ? Oui, non, j'ai un petit peu exagéré. C'est quand même un peu moins vertical que les grandes agglomérations chinoises ou les grandes agglomérations japonaises. Bon, déjà, ce qu'il faut préciser, c'est que donc, on avait dit précédemment que comme image, la Thaïlande a une population à peu près équivalente à la population française, un petit peu plus ils sont un peu plus nombreux, mais pas énormément. La France est un pays hyper centralisé avec une agglomération de plus de 10 millions d'habitants, Paris, et d'autres très petites agglomérations par rapport à Paris, contrairement à la Suisse qui, elle, va au contraire être un pays très décentralisé. Eh bien, la Thaïlande se classe plutôt du côté de la France, et quand je dis plutôt, c'est même encore plus centralisé, c'est-à-dire que Bangkok est une agglomération qui fait, selon les recensements qu'on aille de l'officiel à l'officieux, entre 14,5 millions d'habitants et 18 millions d'habitants, pour un pays qui a donc une taille similaire à la France. On comprend que c'est une agglomération gigantesque, et on comprend aussi certains problèmes politiques, dans le sens où les différentes révolutions contre-révolutions, c'est un peu Bangkok contre la province, une capitale de 18 millions d'habitants, ça pèse quand même pas mal, même si ce n'est qu'une ville, généralement alliée quand même avec une partie de la province, mais bon, bref. Alors, que dire sur Bangkok ? Donc, il y a tout un tas de quartiers que vous allez pouvoir visiter. Il y a un centre-ville où vous allez retrouver un petit peu comme dans la plupart des grosses agglomérations asiatiques, un certain nombre de malls qui vont être des endroits assez artificiels, mais contrairement à ce que pensent la plupart des touristes occidentaux, ça vaut quand même le coup de voir des malls asiatiques, surtout si vous en avez pas vu précédemment, parce que on n'est vraiment pas du tout habitué à ce genre d'espace en Europe, en tout cas en France. Je veux dire, à Paris, nos malls entre guillemets, ça va être les Galeries Lafayette qui vont être ou les Quatre Temps. Enfin, on en a pas des masses, et ça va pas être des endroits qui sont si recherché que ça. En Asie, ça peut donner des espaces assez sympathiques, avec généralement des espèces de fontaines qui trônent majestueusement au milieu de l'espace, et dont le jet se projette sur plusieurs étages. Et des expériences culinaires, mais on en reparlera un petit peu plus tard, qui peuvent être assez sympathiques. Ouais, moi je trouve aussi, c'est ce qui est intéressant d'aller dans ces malls. En tout cas, je l'ai vu aux Philippines, et je l'avais vu aussi en Inde. C'était pas le cas à l'époque, mais c'est vraiment un endroit intéressant pour voir les interactions entre les gens, en fait. Parce qu'il y a vraiment, on va dire un peu comme ici, dans les grands magasins, les jeunes qui s'y rencontrent justement pour aller manger ou pour aller, je sais pas, prendre une glace ou boire un verre. T'as les familles qui viennent. T'as vraiment une population assez hétéroclite, vraiment, et c'est vraiment sympa je trouve de s'arrêter, de prendre un verre, et puis de regarder tous ces gens qui passent, de ces interactions. Je trouve, bon, j'y passerai pas toutes mes vacances, c'est clair, mais comme tu dis avant, c'est pas si détestable que ça, je trouve. Ce serait dommage, je pense, de ne pas y passer, surtout si jamais Clairement. on n'a pas eu l'occasion de l'expérimenter ailleurs. Et puis en plus, il y a aussi un autre avantage qui est non négligeable, c'est que mine de rien, c'est climatisé, il fait frais, et que ça repose un peu du climat assez humide étouffant, et chaud thaïlandais, un peu étouffant parfois. Et comme tu dis, oui, on voit c'est l'un des endroits où on peut voir le plus de, alors c'est quand même plutôt la classe moyenne, mais ou classe moyenne et moyenne supérieure, mais
c'est l'un des endroits où on va croiser le plus de tailles. Enfin, c'est pas du tout des trucs qui sont faits pour les touristes, quoi. Non, vraiment pas. Ces malls, il y en a de tout type, qui ciblent des publics très variés. Ça va des malls consacrés à l'informatique, avec, vous allez trouver que de différents matos, ordinateurs et autres, à des malls qui vont plutôt cibler une population jeune. Moi, je me souviens la dernière fois que j'étais allé en Thaïlande. Bon, ça va paraître assez rigolo, mais donc assez étrange. Bon, j'avais été du côté du Siem Center, de ces malls un petit peu centraux de Bangkok, et je m'étais retrouvé au beau milieu d'une convention de fans d'animé japonais thaï. Ah ouais, ça va être génial ça. Et c'est une expérience assez étrange et fun à vivre. Tu te retrouves au milieu de Thaï cosplayés en personnage de cartoon japonais au milieu de la rue avec petit concert improvisé. Bon, voilà. Ça va être excellent, ouais. Bah, ce que j'avais bien aimé aussi, alors je sais pas si c'est le cas en Thaïlande aussi, mais aux Philippines, même dans les grands marchés classes qui sont les Robinsons par exemple aux Philippines, t'as des endroits où tu dirais que tu retombes dans un marché comme dans la rue, tu sais, où t'as des gars qui vendent des portables, mais où tu peux discuter du prix, ou enfin je trouvais c'est vraiment un mélange de temps en temps de modernité et de vraiment de classique et d'ancestral, quoi. C'est très étrange. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est vraiment intéressant d'y aller. Il y a un aspect souk en fait dans les dans les malls. C'est tout à fait le cas, et c'est en effet particulièrement le cas dans les malls de matos informatique. Bon, grosso modo, si jamais vous voulez faire comme on a parlé un petit peu de ça, vous pourrez facilement faire des affaires d'ailleurs, vu que ne serait-ce que par des questions de différence de TVA et de différence de prix pour des questions de coûts de transport entre le matos informatique que vous allez acheter en Europe et en Asie. Et il y a un marché de l'occasion qui est assez développé, donc ça peut en effet être une expérience rigolote et relativement lucrative. Et puis c'est marrant, c'est quand même dans ces endroits-là que tu peux acheter le meilleur iPhone au monde. Alors attention, gros troll, l'iPhone avec Android dessus. Je sais, je suis plutôt un Apple fan. Moi, pour le coup, donc on n'est pas d'accord, mais j'ai eu j'aime pas Android, mais c'est tellement drôle. J'ai eu une expérience du genre qui était assez drôle, mais pour le coup en Chine, où à l'époque il y avait pas encore d'iPhone, mais où je cherchais à acheter un iPod dans un mall, et je discute avec la vendeuse, et la vendeuse me présente un truc qui est de manière évidente une contrefaçon avec une pomme vaguement dessinée dessus, et je lui dis non, je veux un vrai iPod. Et en fait on s'est limite engueulé, et la discussion a duré longtemps. Puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte pour elle, le iPod, c'était un mot générique pour désigner des lecteurs MP3. Que la notion de vrai iPod était quelque chose qu'elle ne comprenait juste pas. Donc d'ailleurs au passage, faut pas quand vous voulez acheter quelque chose qui n'est pas une contrefaçon, faut pas forcément vous vexer quand on vous présente avec insistance une contrefaçon. Je me souviens à un moment donné, j'avais hésité à acheter un Beat by Dr. Dre, les espèces de casques super chers en Occident. Et pareil, dans un mall, le mec m'a fait écoutez, vous le voulez vrai comment? Celui-là il est très faux, donc il est pas cher du tout. Celui-là il est un petit peu plus vrai. L'autre il est un petit peu plus vrai encore. Donc il y a une espèce de notion de qualité de la contrefaçon qui est tout à fait consciente, et faut le savoir, et faut pas forcément se vexer. C'est pas forcément une insulte de vous présenter quelque chose de faux alors que vous cherchez quelque chose de plus ou moins vrai. Mais c'est très drôle. Franchement, c'est vraiment très drôle, et rien que pour ça vaut la peine, quoi. Te mettre à discuter de ça avec les gens et tout. Franchement, c'est cool, quoi. C'est clair. Bon, alors, ok, mall, alors on a dit, bon, c'est rigolo d'y aller, allez-y. Mall, on a dit. Alors, un autre truc qu'on va fortement vous conseiller de faire, alors qui est sur tous les guides, et sur lequel je suis un petit peu moins enthousiaste, c'est les quartiers chinois et indiens de Bangkok. Alors le quartier chinois, c'est simple. Si jamais vous voulez manger de la bouffe chinoise, ce qui est très bon, si vous aimez la bouffe chinoise, ou si vous voulez découvrir la bouffe chinoise, vous n'avez jamais été en Chine, mais que vous allez à Bangkok, c'est génial. Allez dans le quartier chinois pour manger de la bonne bouffe chinoise. Le quartier indien, je suis plus dubitatif. Il est juste à côté, et j'y suis allé plusieurs fois. J'avoue que j'ai pas trop compris l'intérêt. En fait, c'est un quartier où vous pourrez acheter des étoffes, des tissus en gros.
Donc si jamais vous êtes couturier, j'imagine que ça peut vous intéresser. Si jamais vous avez décidé de refaire votre descente de lit, pareil, non mais enfin bon, c'est quelque chose d'assez sympa à voir une fois, parce que il y a aussi cet aspect un peu souk, mais bon, en même temps, 4 mètres pas 4 mètres, 50 mètres de ruban de je ne sais trop quoi, enfin bon, ça a assez un peu pratique pour moi à rapporter comme souvenir. Ah, tiens, maman, je t'ai apporté un truc, allez, 50 mètres de tissu. Ouais, ça peut être sympa, hein, si elle aime coudre. Tout à fait, moi, ça m'a juste coûté, le tissu m'a coûté 10 €, bon, le supplément de bagage, 250. Ouais, c'est un peu ça. Mais tu peux manger indien, au moins, peut-être, ou, je sais pas. Eh bien, justement, j'ai même pas vu tant de restaurants indiens que ça. Alors, c'est peut-être moi qui ne les ai pas trouvés. Autant les restaurants chinois, les petits stands dans la rue pour manger chinois, on reviendra sur la bouffe tout à l'heure parce que c'est juste le paradis. Ah oui, pour ça, la Thaïlande, alors, j'ai entendu que du bon, hein. Ouais, là on pourra pas nous accuser d'être exagérément pessimiste. Bon, voilà, le quartier indien m'a pas trop convaincu personnellement, mais le quartier chinois très sympa pour la nourriture et pour avoir un petit aperçu un petit morceau de Chine isolé en Thaïlande. Ouais, à force, tu vois, si tu vas sur la Chinatown à New York, à Londres, tu fais toutes les Chinatown, finalement, t'as l'impression d'avoir fait le tour de la Chine, tu vois, c'est pas mal. Exactement, ils sont tous différents en fait les Chinatown. Bah, ouais, de toute façon, je suppose que c'est des familles différentes, si ça se trouve des ethnies différentes aussi, donc. Oui, la Chine c'est très grand déjà. Bah ouais. Nous, on va avoir à Paris plutôt pas mal de cantonais en fait qui ont des gens du sud de la Chine qui ont émigré vers la France, si je ne m'abuse. On va avoir 2 quartiers chinois par exemple à Paris. Bon, bref, ne parlons pas de Paris. Concentrons-nous plutôt sur Bangkok. Quelque chose d'autre que personnellement, je trouve assez sympathique à faire, alors qui est pas vraiment un quartier, mais je reviendrai sur les quartiers un petit peu après, mais qui est quelque chose d'insolite, de peu visité et qui m'a laissé un souvenir vraiment très sympa. C'est le musée d'art contemporain de Bangkok, le MOCA, créé par le richissime Bonchai Boncharongkul, je ne prononce sûrement très très mal, mais qui est extrêmement sympathique. Ça se visite en, je dirais, 4-5 heures, en faisant vraiment le tour. Mais 4-5 heures, c'est quand même assez conséquent, c'est plus long que le National Museum of Bangkok, enfin on retrouve pas du tout la même chose, mais bon. Et il y a une galerie d'art contemporain qui est plutôt dans le figuratif, donc c'est pas quelque chose. Je suis pas un grand amateur d'art contemporain très éclairé qui va pouvoir apprécier l'art abstrait ou ce genre de choses. Je suis plutôt la personne lambda avec sans une sensibilité particulière à l'art, donc si jamais je dis que c'est quelque chose d'assez accessible, je pense que c'est assez vrai. Il y a une grande variété d'œuvres, des trucs un peu provocants, des trucs un peu bizarres, des expos temporaires du non temporaire, une partie très rococo, un petit peu de non figuratif, des styles très différents. C'est suffisamment dense pour vraiment avoir quelque chose à voir et suffisamment peu dense pour pas avoir une impression de trop plein et de bordel, où est-ce que je vais aller, je vais jamais pouvoir tout voir. Voilà, et c'est très bien fait, je trouve. Il y a quelques œuvres assez monumentales, genre qui vous écrasent de par le volume, et que une série de 3 toiles gigantesques sur une thématique enfer, purgatoire, paradis, le tout fortement inspiré de bouddhisme, qui était assez génialissime, j'ai trouvé. Ok, bon, ça peut être le truc, hein. C'est vrai que c'est pas forcément la première chose qu'on pense à faire à Bangkok, je pense, hein, mais sauf si tu dis que c'est accessible, hein, parce que des fois l'art contemporain, c'est il y a sûrement une manière de l'apprécier, mais alors en tout cas, s'il faut que je lise 40 bouquins avant. Oui, non, c'est généralement du figuratif. Donc il y a un étage qui me faisait limite penser. Alors c'est pas tout à fait ça, mais qui avait quasiment une inspiration BD dans l'étoile exposée. Donc cool, ouais, voilà, donc quelque chose d'assez accessible. D'autres trucs étaient plus qui se rapprochaient un peu de travail
à l'encre chinoise, mais enfin on restait pas mal dans le figuratif, dans le varié. Pas mal de choses d'inspiration bouddhiste, pas mal de choses qui se rapprochent un peu de, on sent peut-être une inspiration de Dali. Donc voilà, pareil, c'est des choses, enfin Dali, je pense pas que ce soit quelque chose de... Non, on peut l'apprécier franchement assez facilement. Ouais, ouais, c'est pas, on n'a pas besoin de lire le manuel pour savoir ce que ça vaut. Et j'étais pas accompagné de quelqu'un s'y connaissant particulièrement, donc ouais, je trouve ça assez sympa. Et c'est aussi peu visité parce que c'est très nouveau. Je crois que ça a 2-3 ans au moment où je parle. Je me trompe peut-être. D'accord, ouais. Donc c'est on le visite calmement, paisiblement. Je pense n'avoir vu aucun touriste dans le musée quand j'y suis allé. C'était que des tailles et pas en nombre démesuré. Donc c'est vraiment super agréable à visiter. Ok, intéressant. Bon truc alors. Je continue. Alors, que dire d'autre? Alors, faut peut-être que je parle un petit peu du quartier backpackers par excellence de Bangkok, qui est Khao San Road, donc qui est un petit peu le quartier des jeunes hippies fauchés ou pas, qui est bon, moi, généralement, quand je vais à Bangkok, je vais pas exactement à Khao San Road parce que c'est quand même très, enfin, bon, c'est un quartier jeune et festique, backpacker, c'est un petit peu artificiel, mais que je trouve quand même sympathique, mais qui est trop bruyant et un peu trop artificiel pour y loger, mais ça peut être un endroit relativement sympa pour rencontrer des gens, pour rencontrer des gens, pour sortir, pour voir d'autres touristes, pour manger de la nourriture qui va être très bonne, mais plutôt adapté au goût des touristes, donc pas trop épicé, on y reviendra un peu plus tard. Bon, c'est un endroit où forcément passer au moins une fois. Après, bon, c'est des espèces de gros marchés à touristes un petit peu permanents qui sont sympathiques mais pas super authentiques. Faut forcément, et c'est pas très très loin, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles pas mal de gens descendent du côté de Khao San Road. Je veux dire un petit mot quand même de où à mon avis se loger un petit peu plus tard. Faut aussi forcément aller au Palais du Roi qui est gigantissime, au Wat Pho, à la Golden Mountain. Donc tout ça c'est des lieux archi touristiques de Bangkok que vous ne pourrez pas louper. Faut forcément se faire quelques temples, mais vous allez quand même rapidement remarquer que les temples taille se ressemble pas mal d'un temple à l'autre et que bon, vous allez, je pense, quand même relativement rapidement vous lasser. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait une sélection qui était un petit peu atypique. Je vous conseille aussi dans les lieux un petit peu moins atypique, mais pas forcément si évident que ça à visiter, enfin que tout le monde ne va pas visiter, d'aller au moins une fois à Moshit, qui est le gros marché qui a lieu en fait tous les jours, mais qui est plus touristique le week-end, vu que c'est le jour où il y a le plus de touristes. Non, pas que. C'est surtout le jour. En fait, le marché est différent. Chaque jour, je crois qu'il y a une journée de la semaine où ça doit être un marché aux pierres, une journée de la semaine où ça doit être un marché aux fleurs, et une journée de la semaine où c'est un marché aux vêtements. Bon, okay. Étrangement, et c'est le week-end où c'est un marché aux vêtements, et étrangement, les touristes viennent plus acheter des vêtements que acheter des fleurs ou des pierres précieuses, à moins d'être négociant en pierres précieuses. Ouais, mais du coup, c'est intéressant à visiter quand même, je pense. Ça peut être intéressant à visiter en dehors de ce moment vraiment dédié aux vêtements, mais je trouve ça aussi assez sympa à visiter pour se faire juste nos courses de vacances de t-shirts divers et variés, de jeans vintage. Il y a tout un tas de vêtements un petit peu d'occasion, façon ça fait un petit peu penser à ce qu'on peut retrouver sur les puces. Il y a des designs de t-shirts plus ou moins rigolos, il y a des choses un petit peu plus classe, parfois quelques vêtements, peut-être pas des vêtements de costume, mais quelques vêtements un petit peu plus recherchés. Il y a aussi, comme d'hab et comme partout en Thaïlande, de la bouffe très sympathique dans le coin à manger. Et je
pense que c'est un passage, à mon sens, indispensable quand on passe à Bangkok. En fait, à chaque fois que je passe à Bangkok, je fais mes courses de fringues et disons que là-bas sur ce marché, vous allez retrouver des t-shirts qui vont coûter dans les 150 bahts, 200 bahts maximum. Ça dépend aussi comment vous négociez. Si vous négociez, ce qui est vraiment pas cher, donc 100 bahts ça fait 2,50 € le t-shirt, 200 bahts ça fait 5 €. Alors personnellement, donc il y a beaucoup de touristes qui négocient de manière hardcore sur ce genre de marché. Faut savoir qu'en négociant, vous allez gagner généralement entre 20 et 30, vous allez pouvoir faire baisser le prix de 20 à 30%, je pense. Peut-être au mieux du mieux 50%. Donc au mieux du mieux, vous allez économiser des sommes qui vont tourner autour de 2-3 € le t-shirt. Qui vont tourner autour de 2-3 € si jamais vraiment la personne vous propose le t-shirt à 5 € et que vous réussissez à l'obtenir à 2,50 €, ce qui serait vraiment l'économie maximum, je pense, que vous pouvez réaliser. Moi, perso, j'ai plus ou moins arrêté de négocier parce que je pars du principe que je suis un touriste, je fais marcher l'économie locale. J'évite justement de donner à je vais pas donner à des street kids pour des raisons éthiques. Je vais pas particulièrement donné à des mendiants, mais des vendeurs de t-shirts, je trouve pas ça nécessaire de négocier 50 centimes à tout prix pour vu qu'on n'est pas dans un pays où naturellement il y a une certaine négociation, mais on n'est pas en Afrique du Nord où la négociation fait partie de la vente. D'accord, c'est spécial ce que tu me dis là, parce que alors aux Philippines c'est pire. Aux Philippines ils peuvent te proposer 4 ou 5 fois le prix facilement, tu vois, parce qu'il y a relativement peu de touristes et un certain nombre ne négocient pas justement. Alors quand on me propose 5 fois le prix, ça m'énerve quand même un peu de payer 5 fois le prix, tu vois. Ouais, ça dépend où aussi, parce que ça c'est vrai à Moshit, c'est vrai dans des boutiques qui vont pas être hyper touristiques. Personnellement, j'achète rien à Khao San Road par exemple. Là, ça m'étonnerait pas qu'on vous propose quelque chose pour 4 fois le prix. Ouais, justement là, ça vaut la peine, tu vois, de. Oui, ou faut pas acheter là parce que. Oui, faut pas acheter là. C'est un petit peu. Donc ça dépend où vous allez. Si vous êtes vraiment dans un endroit hyper touristique, négocier. Si jamais vous êtes dans des endroits où des tailles achètent aussi, où vous n'êtes pas où il n'y a pas que des touristes. En Asie, en règle générale, il n'y a pas une culture de vous proposer 4 fois, un asiatique à un autre asiatique. Enfin, en tout cas, c'est valable en Chine. Au Japon, la notion de négociation n'existe pas du tout. C'est aussi valable en Thaïlande. Il y aura assez peu de négociations. Elle va pas varier le prix va pas varier du simple au double en fonction que vous négociez ou pas, à moins vraiment que la personne essaye de vous arnaquer consciemment, ce qui peut toujours arriver justement parce que vous êtes un touriste. Mais normalement c'est spécial ce que tu dis là. Alors moi j'étais persuadé justement que tu devais négocier quoi. Je te dis, tu vas en négociant, vu que dans les endroits touristiques, les touristes négocient et n'acceptent pas d'acheter sans négocier, les tailles augmentent leur prix dans les endroits touristiques. Mais je te dis, quand tu te faufiles dans un endroit qui est pas hyper touristique, même dans des zones qui sont quand même très touristiques, je veux dire le marché de Moshit, c'est un marché gigantesque où il y a pas mal de tailles, pas mal de gens de tout horizon qui viennent acheter. Mais il va y avoir une augmentation. Le prix va au pire varier du simple au double. Ok, ouais, sur des prix qui sont assez bas. Sur des prix qui sont, qui tournent autour de 2 €, 3 €, 4 €, 5 € maximum. Alors, je sais qu'on sort un peu du marché là, mais les transports, tu négocies? Parce que c'est souvent un truc dans les voyages, le pire, je crois vraiment, on sera tous d'accord, c'est les taxis, les tuk-tuk et tout ça, quand t'es touriste, qui te font des prix, le prix de l'avion, quoi. Oui et non. Le mieux, quand vous êtes dans quelques pays que ce soit, c'est de savoir combien vaut tel transport. C'est vrai que ça va avec l'habitude. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont se foutre de votre gueule et d'autres qui vont directement vous proposer un prix tout à fait honnête. Ouais. Du coup, c'est très vrai pour les taxis. C'est pareil en Chine qu'en Thaïlande. Et ce qu'il faut savoir aussi en Thaïlande, à Bangkok, c'est que les prix varient selon l'heure de la journée et selon le trafic.
C'est-à-dire que quand il y a des embouteillages monumentaux, le mec va vous proposer le triple du prix habituel, mais c'est pas qu'il essaye de vous arnaquer, c'est que il sait que ça va lui prendre et il va refuser de vous mettre le metteur, mais vous allez pas trouver un seul taxi qui acceptera de vous mettre le metteur à ce moment-là, parce que ils savent que s'ils mettent le metteur, ça leur rembourse pas l'essence. Du coup, ils vont pas le mettre. Du coup, bon, alors, moi la première fois que j'ai pris un taxi à Bangkok, c'était une anecdote assez rigolote. Je descendais de l'avion, j'ai pas voulu prendre train, enfin oui, je vous conseille en fait quand vous descendez de l'aéroport de prendre le train, il vous emmène dans Bangkok, de là vous pouvez marcher. Moi personnellement je marche beaucoup à Bangkok, mais j'ai pas peur de marcher 30-40 minutes sous 30 degrés, ce qui est pas forcément le cas de tout le monde. Bon, c'est de loin la solution la plus économique. Cumuler marche et transport en commun, je veux dire par transport en commun, j'entends plutôt métro et Skyline que taxi ou dans le taxi de toute façon c'est pas du transport en commun que bus, parce que dans les bus ou taxi vous allez vous retrouver perpétuellement coincé dans des bouchons qui sont endémiques à Bangkok. Et c'est pas très agréable de rester coincé dans un bouchon pendant 4 heures. Donc la première fois que j'ai pris un taxi en descendant de l'aéroport, je me suis retrouvé à devoir pousser le taxi, ce qui est pas le mode de fonctionnement normal. C'est original, on va dire. T'as payé pour ça en plus. J'ai payé le taxi et j'ai poussé mon taxi pour faire démarrer la voiture parce que le taxi ne démarrait pas. Mais j'ai pas payé un tarif hallucinant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est véritablement en descendant de l'aéroport, enfin en descendant de l'avion, c'est vraiment le moment où vous allez trouver des gens qui vont vraiment chercher à vous arnaquer, ce qui est un peu le cas dans tous les aéroports au monde, hein. C'est pas spécifique à la Thaïlande. Ouais, alors c'est un truc, je sais pas si ça marche en Thaïlande, mais on me l'a expliqué aux Philippines, c'est quand tu sors de l'aéroport, généralement toi t'es à l'arrivée donc. Et tu vas prendre les taxis qui sont là pour t'amener en ville, qui attendent justement tous les voyageurs qui arrivent. Et en fait, le bon truc, c'est de monter un étage plus haut, ouais. Et puis d'aller au départ, où les taxis généralement doivent s'arrêter un minimum de temps, parce qu'ils doivent repartir, parce que sinon il y a justement des embouteillages. Et du coup, comme eux, ils sont obligés de partir dans un temps assez rapide, si toi t'arrives, tu le prends, ça va te coûter beaucoup moins cher. Donc en fait, c'est un truc qui est pas idiot, quoi. Il y a aussi un autre élément, c'est-à-dire que quand vous allez au départ et non pas aux arrivées, c'est des taxis qui passent leur temps à l'aéroport et qui, en tout cas pour une proportion significative d'entre eux, dans un nombre significatif de pays, cherchent en gros à se faire leur journée sur une course de quelqu'un qui vont arnaquer. Tandis que les taxis que vous allez avoir au départ, c'est des taxis de gens qui sont partis déposer des gens à l'aéroport. Donc c'est pas des taxis qui font leur business à l'aéroport. C'est des taxis beaucoup plus normaux. Donc vous avez beaucoup moins de chances de tomber sur un taxi qui va vous arnaquer au départ qu'aux arrivées. Ouais, c'est exactement ça. Et je trouvais que c'était un bon truc et je suis persuadé que ça marche. J'ai testé aux Philippines ensuite et effectivement, ça fonctionne bien. Bon alors, du coup, on retourne à ton marché. C'était voilà une petite discussion et qui peut être utile à certains voyageurs. Alors marché, bon voilà, tu vas acheter tes t-shirts, autre chose ? Autre chose à acheter que des t-shirts, pas mal de trucs que vous pouvez retrouver. On fait tous les objets un petit peu, tous les goodies un petit peu touristiques que les gens vont vous proposer un peu partout à Bangkok. Vous allez pouvoir les retrouver dans dans ce marché à Mochit, voire dans certains malls, et ce sera beaucoup moins cher. Le mall que je vous conseille pour acheter ce genre de conneries, ça va être le MKB qui est à côté de Siam, Paragon, etc. Vous allez trouver pas mal de choses du genre et ça va être beaucoup moins cher dans des malls ou à Mochit que dans les quartiers touristiques type Sukhumvit ou Khao San Road. Alors Sukhumvit étant l'autre quartier que moi je trouve pour le coup carrément assez peu agréable parce que c'est un quartier où il y a des gros hôtels, en gros une clientèle de touristes qui est plus âgée et plus riche, donc qui se déplace essentiellement en taxi. C'est à côté d'une grosse avenue, donc c'est très pollué
Et bon, par contre, c'est à côté de la skyline, ce qui est assez cool. Mais personnellement, par skyline, t'entends quoi juste le train aérien, le métro aérien. Personnellement, je préfère vivre dans les petits quartiers en périphérie de Khaosan. En périphérie, je dirais à une demi-heure de Khaosan. Personnellement, la guest house où généralement je descends, c'est un truc qui s'appelle Shanty Lodge, qui est sur Sri Ayutthaya, qui est une grande avenue mais pas trop engorgée, et ça permet d'être grosso modo à une demi-heure de marche de Khaosan et à une demi-heure de marche d'une station de la skyline, ce qui est pour moi, c'est pratique. Une demi-heure de Khaosan, ça veut dire 1 heure de marche du Palais du Roi. Donc, personnellement, c'est quelque chose que je fais en marchant. Quand j'y suis allé avec ma tante et qu'elle est descendue là, pour elle, c'était absolument inconcevable de marcher 1 heure sous plus de 30 degrés. Donc, pour elle, c'était taxi ou tuk-tuk. Mais bon, c'est relativement bien situé, un petit peu excentré. C'est un petit coin où il y a 2-3 guest house. C'est juste à côté d'une université, et ça vous permet aussi d'avoir des petits stands de bouffe juste à côté de cette université, qui sont pour le coup destinés à des étudiants thaïs et pas à des touristes du tout. Il y a un petit marché qui va avec l'université, et ça, je trouve ça très très sympathique. Donc ça vous permet de tester une variété de bouffe un petit peu plus grande que ce qu'il y aurait dans les quartiers hyper touristiques. Éventuellement, on pourra donner le lien. Je touche pas du tout d'argent, et il y en a plusieurs d'ailleurs de guest house dans le coin, donc descendez pas forcément à celle que je vous indique, mais je pense que c'est un coin assez sympathique. D'autres trucs à Bangkok qui te viennent à l'idée Je voulais dire un petit mot sur l'aspect un petit peu plus financier de la chose. Donc, en fait, quand vous descendez en Thaïlande, vous pouvez vraiment opter pour différents modes. Vous pouvez y aller vraiment en mode touriste backpackers, type Khaosan, en vous logeant pour 6-7 euros la nuit, grand maximum, voire même beaucoup moins. Moi, donc le dorm que j'avais pour lequel j'avais opté, une guest house vraiment pas chère du côté de en périphérie de Khaosan aussi, coûtait dans les 3-4 euros la nuit, si vous avez accepté de dormir dans un dorm. Donc vous pouvez vraiment vous loger pour que dalle à Bangkok. Les prix sont moins élevés en province sont encore moins élevés en province qu'à Bangkok. Néanmoins, il faut signaler aussi qu'il est hyper simple de dépenser beaucoup en Thaïlande. J'ai un couple d'amis qui est parti relativement récemment, qui est descendu dans des hôtels quoi, pas dans des guest house. Et pour eux, le coût de la vie en Thaïlande était similaire au coût de la vie en France. Ce qui est... Mais pourquoi il faisait comment? Ils descendaient dans des hôtels, pas dans des guest house. On peut trouver des hôtels relativement chers, et ils mangeaient fréquemment dans des restaurants relativement huppés qu'on peut trouver là-bas, qui sont, on va revenir sur la bouffe un petit peu plus loin, mais qui peuvent aussi être intéressants. Et c'est vrai qu'il y a vraiment toutes les gammes. La bouffe, ça va de la street food à des restaurants étoilés. Les hôtels, ça va de la guest house un peu pourrie en mode dorm, avec où tu dors même sur un sommier, où t'amènes ton sac de couchage, et où l'endroit est un peu dégueulasse avec de la surimpression de papier peint partout, à l'hôtel de luxe à 500 euros la nuit, avec toutes les gammes intermédiaires. Donc personnellement, généralement je vise des guest house qui coûtent dans les entre 6 et 10 euros, peut-être 12 euros grand maximum la nuit, qui vont être très sympathiques, où il va y avoir un petit confort fake, rustique, avec des petites orchidées mises pour le touriste un petit peu partout, mais qui sont quand même assez sympas visuellement, et qui est assez appréciable. Mais vraiment, on peut se loger pour ce qu'on veut. Donc choisissez votre budget et allez-y, et faites en fonction. C'est l'illusion de ces pays-là. Il y a la même chose aux Philippines, en fait, où il y a une différence, c'est vrai. Quand tu vois le prix des hôtels en Suisse, c'est clair qu'il y a une grande différence avec les hôtels aux Philippines au point de vue du prix. Mais c'est quand même de l'argent, quoi. Et sur un mois, c'est comme tu dis, tu peux vite dépenser beaucoup plus que tu le penses, quoi. Sans compter les trajets encore des fois. Alors je sais pas si c'est le cas en Thaïlande, mais certains trajets aux Philippines, c'est quand même... ça peut être cher, quoi. Oui, tu peux dépenser pas mal d'argent dans les trajets si tu te déplaces exclusivement en taxi. C'est ça.
Et souvent, c'est quand même le truc le plus simple que tu fais. Tu vois, t'es dans la rue, tu dis ah non, j'ai pas envie de. Alors petit truc, les tuk-tuk, enfin pour le coup, faut vraiment négocier. Souvent, si jamais vous prenez des tuk-tuk, ça va souvent vous revenir plus cher que de prendre un taxi si vous négociez pas. Donc, enfin le taxi, enfin si vous n'êtes pas dans un mode négociation, le taxi est beaucoup plus safe que le taximéteur est beaucoup plus safe le tuk-tuk. Et bon, les tuk-tuk, vous trouvez vous aurez plus souvent des expériences un petit peu marrantes et un petit peu. Ah oui, c'est épique des fois. Avec les tuk-tuk qu'avec. Ah sinon, le truc qui est vraiment pas cher, mais qui est vraiment flippant, c'est le taxi-moto. Ah oui, ça j'ai pas fait aux Philippines, mais j'ai fait en Afrique. Ouais. Bon, ça, ouais. Effectivement, comme t'as dit, ça peut être flippant quand même, hein, parce qu'ils vont comme des tarés. Hein. Et c'est les seuls à se déplacer efficacement pendant les embouteillages, en fait. Donc moi j'ai testé. Ouais, je les ai pris 2-3 fois. Alors c'est pas le truc sur lequel j'ai eu le plus peur. Le truc sur lequel j'ai eu le plus peur, c'était tu m'arrêtes si je t'ai raconté cette anecdote, mais je ne pense pas. C'était avec un taxi qui était un vieux monsieur un peu édenté, qui parlait pas un mot d'anglais, qui avait l'air d'être sous substance illicite. Où on arrive avec mon pote, on lui indique l'endroit où on voulait aller. Et le mec commence à aller vraiment très vite. On était le soir tard dans Bangkok et il y avait pas tant que ça d'embouteillage. On rentrait à notre guest house, enfin pas notre guest house, en fait. On vivait chez quelqu'un et on rentrait de Khao San Road. Donc on devait traverser Bangkok et le mec commence à rouler assez vite et à pousser des petits cris genre yepa, ya, ya. Et mon pote fait une connerie. Il enchaîne de manière, je ne sais pas, plus ou moins parodique, il lance un petit yeppa aussi, et alors là c'était parti, c'est-à-dire le mec est passé en mode vraiment complètement déluré, et c'était la première fois que je suis monté dans une voiture qui a fait des drifts, si tu veux, dans les virages. Ah ouais, carrément. Il pilait, il driftait, il roulait sur les trottoirs. On n'a jamais fait le trajet Khao San c'était la première fois que j'allais à Bangkok, donc à l'époque on allait assez souvent à Khao San vers l'endroit où on logeait, trajet qu'on a fait un certain nombre de fois. On l'a jamais fait aussi rapidement et pour aussi peu cher qu'avec ce mec. Mais on a eu 3 fois l'impression qu'on allait mourir. Ouais, ok, bon, ouais, je suis peut-être pas forcément à tester tous les jours alors, mais bon, ça peut être original, on va dire. Ok. Bon, d'accord. Alors, du coup, je me souviens plus où on était. Désolé. On était en train de parler sur Bangkok. On était en train de parler du coût de la vie. Oui, c'est vrai. Je vais continuer un petit peu rapidement sur le coût de la vie. Bon, ce qui est aussi assez étrange, c'est que Bangkok est une ville qui est super multiculturelle, ce qui est assez cool. Mais vous allez voir que, donc je continue un petit peu sur les anecdotes. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu perdus dans le coin, assez souvent des touristes occidentaux, mais pas que. Je veux dire, mon coiffeur, la dernière fois que je suis passé là-bas, était japonais. Le coiffeur qui m'a coiffé très bien d'ailleurs. J'ai pu faire preuve de mes 2-3 mots de japonais. Mais vous allez croiser aussi des occidentaux qui sont complètement paumés dans le coin. Façon, je me souviendrai toujours dans la skyline d'avoir vu un Français avec un panneau, je sais plus exactement quelle était la somme, mais où il avait demandé de l'argent, quoi. Faire la quête. Sur son panneau, il y avait marqué quelque chose du genre s'il vous plaît, aidez-moi, il me manque, je crois que c'était 450 €, un truc comme ça, pour retourner à Paris. Et voilà, le mec faisait la quête comme ça. La fois où je suis descendu dans une guest house vraiment cheap, celle qui était à 4 € ou 3-4 €, qui était en mode dorm, j'ai croisé des gens un petit peu space, du genre un mec qui se baladait en pagne et dont le boulot sur place était de récupérer les objets, les bibelots vendus aux touristes que, je sais pas, ceux-ci abandonnés je ne sais où, qui étaient cassés, il les récupérait, il les réparait et il les revendait à des tailles qui les revendaient à des touristes.
Ok, donc il était vraiment au bout de la chaîne de fabrication. Exactement, tout à fait. Ok, c'est un peu chelou, mais t'as su pourquoi c'est des gars qui sont restés trop longtemps, qui avaient plus d'argent. C'est des gens qui sont arrivés en mode avec un petit pécule au début et qui l'ont assez rapidement dépensé et qui sont restés sur place en mode je vais trouver quelque chose à faire. Mais le souci c'est que autant quand vous êtes expat en Chine ou en Corée ou dans pas mal de pays, quand vous êtes un expat occidental qui parlait anglais, vous allez pouvoir au minimum donner des cours de langue et réussir à vous faire suffisamment d'argent pour vivre relativement décemment, quoi. Autant en Thaïlande, ce que m'expliquaient ces gens, c'est qu'ils se faisaient genre 1,50€, 2€ par heure de cours, ce qui est peanuts. Alors le coût de la vie en Thaïlande est moins cher, mais c'est quand même pas assez pour survivre comme il faut. C'est assez pour survivre, mais c'est vraiment de la survie. Oui, voilà. Ouais. Il n'y a pas une demande forte de profs d'anglais occidentaux en Thaïlande. Je suppose il y en a beaucoup aussi. Oui, il y en a beaucoup, c'est pour ça qu'il n'y a pas une demande forte. Ok, bon alors faire attention quand même avec l'argent, donc ça part, ça part forcément moins vite qu'ici, mais ça part quand même, quoi. Oui, faut pas partir du principe que j'arrive avec 2000 € en Thaïlande, c'est bon, je vais refaire ma vie ici et rester ad vitam aeternam. Ça marche pas. Alors je sais pas si vous vous rappelez, les auditeurs, mais on avait parlé de l'Australie et on avait discuté du même problème avec Nicolas, sauf erreur, qui était venu nous parler d'Australie. Il gère un des plus grands forums sur Internet, justement des gens qui vont en Australie, tu sais, avec le pass 1 année ou 2 ans pour y travailler. Et il disait la même chose, il y a beaucoup de gens qui partent avec justement 2-3 000 $ en se disant bon, ça va, c'est l'Australie, on trouve du boulot facilement, et qui se retrouvent après dans la dèche, parce que alors l'Australie pour le coup, il y a besoin de plus d'argent qu'en Thaïlande en plus, mais l'argent pousse pas chez nous et il pousse pas dans les autres pays non plus, quoi. Non, je pense que ça peut être une expérience vraiment très sympa, la Thaïlande, mais ça a été pour moi une expérience vraiment très sympa, même si j'y suis j'ai fait au total à peu près 2 mois en Thaïlande. J'ai pas non plus fait une durée colossale, mais je pense que faut vraiment y aller en se disant ok, j'y vais à telle date, je repars à telle autre date, à moins vraiment d'avoir quelque chose de spécial à y faire, façon vous êtes expatrié avec un statut d'expat par une grosse boîte, ou vous allez faire de l'humanitaire à long terme en Thaïlande, ou vous êtes prof en université et vous allez devenir prof en université en Thaïlande. Mais à moins d'avoir vraiment une raison d'y aller, faut pas se dire ok, j'y vais un peu les mains dans les poches et je trouverai bien quelque chose, parce que vous ne trouverez rien. Intéressant. Quelque chose d'autre à dire sur le coût de la vie? Non, c'est à peu près tout. Par contre, on peut enchaîner sur un autre avantage de cet aspect multiculturel et du fait que pas mal de personnes se soient paumées là-bas. C'est que du coup, pour enchaîner sur la bouffe, cet aspect multiculturel fait qu'en Thaïlande, vous trouvez absolument n'importe quel type de bouffe. Alors, est-ce que tu as trouvé de la fondue au fromage moitié-moitié là-bas? Alors, j'ai pas trouvé de restaurant suisse. Mais je sais ce que je vais faire de ma vie. Et pourtant, j'étais en mode, je cherchais pas mal de fromage la première fois que je suis allé en Thaïlande, vu que je vivais en Chine. Et donc c'était un peu le paradis pour moi, parce que quand vous allez arriver dans les malls thaïlandais, vous trouvez des sélections de fromages français sans trop de soucis, alors que c'est absolument introuvable en Chine, et de qualité. Mais j'ai pas trouvé de restaurant savoyard. Mais ça ne m'étonnerait pas que ça existe. Tu trouves sans problème des crêperies, des restaurants italiens. Je veux dire, j'avais beaucoup moins de difficultés à trouver une bonne pizza italienne avec une plate fine, pas des espèces de trucs à l'américaine, que en Thaïlande qu'en Irlande. En Irlande, c'est assez difficile pour moi à Limerick de trouver un restaurant italien correct. Je veux dire, il y avait de la bouffe. Je pense que c'était la première fois que je bouffais un restaurant spécialisé dans la bouffe israélienne. Tu vas trouver de la bouffe mexicaine, tu vas trouver absolument toutes les spécialités que tu veux trouver, justement parce que une bonne partie de ces gens qui cherchent à s'expatrier à tout prix en Thaïlande se retrouvent coincés et se disent je vais faire ce que je sais à peu près faire, à savoir ouvrir un restaurant de ma nationalité. Et bon, vu que ça arrive à marcher à peu près, donc ça c'est mine de rien un avantage
non négligeable. C'est-à-dire, si jamais vous êtes très difficile niveau bouffe, vous devriez pouvoir manger comme à la maison en Thaïlande, ou si jamais vous avez envie d'expérimenter plein de bouffes variées, vous pourrez en trouver de plein de types différents en Thaïlande. Mais il faut aussi préciser que, il faut aussi un petit peu parler de la nourriture thaï, qui est extrêmement bonne. Un des autres éléments qui peuvent faire plaisir à des touristes occidentaux, c'est que c'est l'une des rares cuisines asiatiques à inclure une certaine variété de mini-plats sucrés se rapprochant assez de nos desserts occidentaux. Ah ouais. Ouais, alors je pense entre autres à un plat qui est assez typiquement thaï et que les Thaïs, pour le coup, que vous allez trouver aussi sans problème dans les lieux touristiques, mais c'est pas originellement destiné aux touristes. Ça va être la mangue au riz gluant et au lait concentré sucré. Ok. Ça, c'est super bon. Alors ça a peut-être pas l'air comme ça, mais c'est... La mangue, c'est bon aussi, c'est bien sucré, c'est bon, ouais. Je pense à tout un tas de petits plats que je vais pas être capable de nommer, mais que vous allez trouver sur les marchés de différentes formes. Alors faut pas avoir peur d'explorer. Personnellement au passage, il y a énormément de street food en Thaïlande. Moi j'ai toujours mangé de la street food dans quelques pays que j'aille. Ça ne m'a jamais posé de problème. Je sais pas si c'est le même cas pour toi. Écoute, moi, les fois où j'étais malade avec la nourriture, c'est plutôt dans l'avion. Ouais. Tu vois, au retour par exemple, ou des trucs comme ça. Sinon, non, j'ai pas eu de problème. Mais bon, le règle tout à fait normale de sécurité alimentaire, du moment que c'est bien chaud, a priori, on risque pas grand-chose. Ouais. Hein. Enfin, en tout cas, c'est ce que je me dis toujours, tu vois. Mais dans le truc un peu bizarre avec plein de mouches autour qui traînent depuis 2 jours, tu vois, je vais pas tenter non plus, mais en étant un minimum intelligent, franchement, non, la street food, c'est pas de dég, hein. Alors un autre... donc moi j'en mangeais beaucoup. Par contre, je connais aussi des Occidentaux qui sont malades à chaque fois qu'ils en mangent. Le couple dont je te parlais tout à l'heure, qui est plutôt descendu dans des hôtels un peu chers, la demoiselle du couple a mangé une fois de la street food et elle a terminé aux urgences. Ah ouais, mais elle a vraiment pas eu de chance alors. Je pense qu'elle a vraiment pas eu de chance. Bon, elle a pas terminé aux urgences de manière hardcore, mais donc ça peut arriver. Le truc que j'éviterais, tu me dis, le truc que j'éviterais en réfléchissant, parce que ça arrive aux Philippines, style les calmars ou les fruits de mer, parce que ça, si c'est pas frais, ça peut être mauvais quand même. Ouais, moi j'en ai mangé aussi, mais je mangeais même des huîtres cuites en Chine. J'en mangeais aussi. Je sais pas. De toute façon, moi j'aime pas ça. Donc en fait, de toute façon, je mange pas ça, que ce soit frais ou pas, street food ou pas, tu vois. Mais c'est peut-être à la rigueur parce que tu peux choper des cochonneries. Ouais, t'as raison. C'est peut-être pas le meilleur truc. Alors l'autre élément qui peut peut-être aussi être à éviter, mais je trouve ça terriblement dommage. Alors, en Thaïlande, surtout dans les zones touristiques, vous allez trouver des smoothies les Thaïs mangent des fruits. Alors faut absolument que vous testiez les mangoustines si jamais vous n'en avez jamais testé. C'est super super bon. C'est une espèce de fruit à l'écorce rouge qui va dont de l'écorce va sortir une espèce de jus amer qui est très tâchant, qu'il faut surtout pas manger, et à l'intérieur vous allez avoir un fruit blanc qui est extrêmement bon à tester. Bref, vous allez avoir toute une variété de fruits locaux extrêmement intéressantes, et on va vous proposer de manger ça en smoothie. C'est quoi ça ? En smoothie, c'est tu prends un mixeur, tu mets 2-3 fruits dedans, tu mets un peu d'eau, un peu de sucre ou pas, tu mélanges tout ça ou un peu de glace plutôt que d'eau, et hop, ça te fait une boisson très bonne. Ok. Alors moi j'en prenais sans arrêt. Par contre, pour le coup, il y a pas mal de personnes qui sont malades justement après avoir pris des smoothies, parce que l'eau est pas forcément, l'eau ou la glace est pas, certaines personnes sont dubitatives sur la qualité de la glace. Est-ce que c'est vraiment parce que c'est fait avec de l'eau? Exactement. Il y a le même problème ça dans tous les pays, mais sur la glace, je suis peut-être un poil moins regardant et j'ai jamais eu de problème. Mais là, pour le coup, moi non plus. Ça peut être de la chance aussi. J'ai jamais eu de problème. L'unique problème que j'ai eu, c'est en arrivant, il y avait ces espèces. La première fois que j'y suis venu, j'ai découvert ces espèces de petits jus d'orange très acides, je sais pas si c'est vraiment des oranges. C'est un truc qui ressemble un peu moitié à une orange, moitié à un citron vert. C'est tout petit. Ils pressent ça en jus et c'est juste délicieux si jamais vous aimez les jus un petit peu acides. Et la première fois que je suis venu, je pense que j'en ai pris 7 bouteilles dans la journée. Ah ouais.
Et j'ai été malade. Mais je ne crois pas que... Bon, c'est peut-être la quantité du coup. Ouais. Exactement. Je pense que ça n'a pas grand-chose à voir avec la Thaïlande. Non, je crois pas non plus. Goûter aussi forcément les currys verts thaïlandais. Donc la nourriture thaïlandaise va être beaucoup à base de un petit peu de sucré salé, va y avoir beaucoup de noix de coco utilisées, va y avoir beaucoup de saveurs dans les soupes qui vont mélanger un petit peu de l'acidité avec d'autres goûts, que ce soit noix de coco. Enfin, ça va dépendre des soupes, mais l'acidité est assez originale dans les soupes et c'est un peu une originalité des soupes thaï par rapport, par exemple, aux soupes chinoises. Il va y avoir aussi une culture qui va peut-être être un peu plus développée dans les endroits touristiques que dans les endroits purement pour les Thaïs, mais bon, certaines crudités dans les plats, ce qui est, je trouve, super agréable pour un touriste occidental parce que c'est rafraîchissant et c'est quelque chose, par exemple, qu'on va peu retrouver dans les autres gastronomies asiatiques, à part peut-être au Vietnam, si je ne m'abuse. On n'est pas dans un pays où, comme en Chine, où on cuit la salade. On est dans un pays où on peut manger de la salade fraîche. Il peut y avoir des plats avec de la viande un petit peu mi-cuite qui sont assez sympathiques en salade. Peut-être, de toute façon, vous le trouverez pas en street food. Ça allait plutôt vers des restaurants. Et par contre, bon, il est à signaler qu'il y a quand même une grosse différence entre la cuisine thaï pour touristes, pour occidentaux, et la cuisine thaï pour thaï, même si vous allez dans un restaurant thaï, c'est le niveau d'épices. Ouais, mais ça c'est dans beaucoup de pays, où justement les gars, quand ils voient à côté touristes, justement ils te demandent est-ce que vous voulez vraiment fort. Exactement. Fort, c'est ça. Je dirais quand même que c'est appréciable en Thaïlande. Je considère que je suis quelqu'un qui mange plutôt épicé pour un occidental. Par exemple, en Corée, j'ai aucun problème avec la cuisine épicée coréenne. Je peux manger comme un Coréen, ça me pose pas de soucis. En Thaïlande, je n'y arrive pas. Donc j'ai passé un moment, je l'avais déjà raconté, je crois, dans le précédent épisode. À vivre en Chine, un petit peu être intégré à un groupe thaï. Je t'avais raconté cette histoire T'avais juste dit que justement t'étais avec des Thaïs, mais non, pas spécialement sur la nourriture. Sur les nourritures, donc on mangeait ensemble et on mangeait il me faisait à manger, il m'expliquait généralement qu'il faisait spécifiquement peu épicé pour moi. Ah ok, d'accord. Et bon, je mangeais avec eux, je trouvais que c'était quand même vachement fort et je pensais qu'ils me vannaient en me racontant ce genre de choses et que, en fait, surtout qu'on avait une petite culture de la vanne entre nous, donc j'y croyais moyen. Et bon, je mangeais assez souvent la soupe typique thaï qui est la tom yap sum. Je prononcerai mal aussi, bon bref, la tom yap. Pas grave. En arrivant en Thaïlande, je suis descendu avec ces mêmes thaïs dans un restaurant thaï pour thaï. Et le serveur, je demande une tom yam et le serveur me dit ouais, vous savez que c'est très épicé. Je fais ok, y a pas de souci, j'en ai déjà pris plein, y a pas de problème. Il m'amène la soupe, j'ai pris une cuillère de la soupe, je n'ai pas pu en prendre une autre cuillère et je n'ai pas senti ma nourriture pendant la totalité du repas, alors que habituellement je prends des niveaux d'épices véritablement assez élevés. Il y a peu, genre la nourriture du Sichuan en Chine me fait pas tellement peur non plus, c'est aussi quelque chose d'assez épicé. Cuisine indienne je connais pas, mais généralement j'ai assez peu peur des épices, mais la vraie cuisine thaï vraiment épicée est assez assez hardcore. Et puis ils épicent tout, vous allez pouvoir acheter des fruits en street food et généralement les Thaïs consomment les fruits avec du piment. Oh, c'est original. Vous avez une petite besace, un petit sachet de piment mélangé avec, je pense, un peu de sucre, peut-être un peu de sel, et vous trempez votre fruit là-dedans. Et bon, ça pour le coup, je trouve ça assez sympathique, mais c'est assez spécial. Voilà. Ce genre de choses. Qu'avais-je d'autre à dire sur la nourriture ? Ah ben, tu nous as pas parlé de vin ni de bière. C'est bizarre, ça, c'est étrange. Alors, pas de vin, je pense pas qu'ils vendent du tout du vin en dehors des malls luxueux
en Thaïlande. Niveau bière, je ne suis pas très bière, mais je pense qu'ils vendent des bières qui sont comme la plupart des bières asiatiques, c'est-à-dire très légères, ce qui moi me correspond pas mal, vu que je ne suis pas un grand amateur de bière, mais ce qui, je pense, frustre un peu la plupart des Occidentaux. Ouais. Et par contre, vous allez trouver dans tous les endroits un petit peu festifs beaucoup de cocktails qui vont être généralement servis au seau. Au seau. Au seau. Tu demandes un bucket de Mojito. Ok, c'est sympa ça. Enfin, tu peux l'avoir servi dans un verre aussi, mais si jamais t'es en mode plus street cocktail, bon, c'est généralement un truc fait pour être consommé à la paille et à plusieurs, donc c'est aussi oui, pour oui, ça. je pense, oui. Bah, c'est pas, t'es rarement en mode, à moins d'être l'alcoolique du coin, en mode, je me prends mon bucket rien que pour moi et et je le bois directement au seau. Ouais, non, on va pas encourager à faire ça quand même. Sympa. Donc nourriture. Alors moi, j'ai dit que voilà, point de vue touristique, la Thaïlande, je trouvais que c'était généralement un mauvais exemple sur certaines choses, mais sur la nourriture, je crois qu'il y a pas photo. Hein. Tous ceux qui ont voyagé en Asie m'ont dit que la Thaïlande était le meilleur endroit pour avoir une nourriture variée et vraiment excellente, notamment le cas de tous ceux qui avaient été en Thaïlande avant d'aller aux Philippines, qui m'ont tous dit oui, bon ben il y a quand même une différence énorme au point de vue nourriture, au point de vue raffinement, au point de vue variété, etc. Ouais, il y a une énorme variété, c'est clair. Et puis, ce qui est aussi sympa, alors autant, bon, moi je suis un grand adepte de la street food thaï qui est très bonne et pas chère du tout. Vous pouvez, enfin, en allant vraiment dans la street food pas chère et qui reste relativement pour occidental, vous pouvez manger pour 20 bahts. Moi j'avais trouvé des currys pour 20 bahts à Chiang Mai, donc 20 bahts c'est 50 centimes, donc c'est vraiment que dalle. Bon, la plupart du temps vous mangerez quand même pour beaucoup plus que ça, même en street food, mais ça pour le coup ça peut ne vraiment pas être cher. Mais allez aussi profiter aussi donc de la fois où vous irez dans un mall pour descendre dans des restaurants un petit peu plus haut de gamme, parce que pour le coup, sans aller dans le restaurant hyper cher, vous allez pouvoir trouver par exemple dans les restaurants japonais aux alentours de 20, 30, 40 euros, ce qui est très cher pour la Thaïlande, mais ce que vous pouvez mettre une fois. Vous allez pouvoir descendre dans des restaurants hyper luxueux où vous allez pouvoir manger par exemple, alors je sais pas si c'est du vrai de vrai, mais du bœuf de Kobe. Donc le bœuf de Kobe, c'est un bœuf justement japonais qui est censé être élevé à la bière et massé, et ce qui donne une viande extrêmement fondante. Enfin, un truc qui vous coûterait un bras en France, ou voire que vous ne pourriez pas trouver en France. Vous allez pouvoir en trouver des ersatz en Chine dans des restaurants assez luxueux qui vont être très bons. Et ça vaut le coup aussi de tester des restaurants en mode un petit peu plus gastronomique en Thaïlande. Alors que vous trouverez parfois dans des malls, parfois pas dans des malls. Par contre, je vais pas avoir d'adresse. Je sais retrouver certains des restaurants, mais j'ai aucune idée du nom des restaurants ou de quelque chose qui ressemble à une adresse. Ok, ouais, enfin, de toute façon, je pense c'est trouvable, hein. Sûrement, on rappelle sur TripAdvisor ou ce genre de choses, tu peux trouver pas mal de choses, surtout sur la Thaïlande où il y a quand même beaucoup de gens qui font exactement, des check-in. Ouais, il y a énormément de touristes. Franchement, donc ça vaut vraiment la peine. Hein, mais en Thaïlande, vous allez vous éclater niveau bouffe. Personnellement, c'est de très loin mon pays préféré niveau bouffe. On m'a vendu Singapour comme étant encore mieux, mais c'est véritablement le paradis. Vous pouvez aussi, un autre truc qui a testé au moins une fois, c'est donc pour le coup encore dans les malls et pas que, c'est les food courts. Donc c'est des zones où vous allez avoir tout un tas de petits stands qui vont chacun avoir leur spécialité et qui vont partager un espace commun où vous allez pouvoir manger. Ce qui est super pratique en fait, parce que ça vous permet d'aller avec vos potes au restaurant. Il y en a un qui a envie de bouffer indien, l'autre qui a envie de bouffer une spécialité du curry vert, le troisième qui veut manger quelque chose de complètement autre, qui a envie d'une pizza, et vous allez pouvoir bouffer tous ensemble dans des petits stands qui vont généralement être assez bons parce que, entre autres, spécialisés. Ouais, et pas très cher en plus. Et pas très cher, ouais. La première fois qu'on avait vu ça, c'était aux États-Unis avec les parents, justement dans les malls, et on avait adoré ça, quoi. Ouais. C'est tellement génial. Je suis pas forcément pour les immenses centres commerciaux, mais si je pouvais avoir ça à Berne, j'adorerais, quoi. Ouais. C'est tellement génial de pouvoir choisir ce que tu veux, et ouais. Alors, c'est top, j'adore ça. Il y a pas si jamais vous cherchez un food court, il y a pas de règle absolue, mais il faut savoir que généralement c'est plutôt dans les étages les plus hauts des malls que vous le retrouverez.
Oh, c'est généralement bien indiqué, hein, quand même. Pas tant que ça. Oui, Moi, propos, j'ai galéré hein, pour en trouver de temps en temps. Alors, faut pas aller jusqu'à l'étage. En Thaïlande, faut pas aller jusqu'à l'étage ciné, mais généralement, c'est l'étage avant l'étage ciné où vous trouverez le mall. C'est ce que j'allais dire. C'est exactement la même chose aux Philippines. Je crois que c'est d'ailleurs en me baladant, parce que alors c'est assez rigolo, je le savais pas, mais t'as pas mal de rues où tu peux aller en Street View sur Google Street View, hein, à Bangkok. Donc c'était rigolo, et j'ai vu d'ailleurs que la société, la grande chaîne qui sont les Robinsons qu'il y a aux Philippines sont les mêmes en Thaïlande. Donc voilà, pour dire que c'est la même chose. Et ouais, c'est sympa. D'ailleurs, les panneaux, c'est marqué en quelle langue? C'est facile à s'orienter en Thaïlande. Alors Bangkok, précisément. C'est marqué en thaï et c'est marqué en translittération du thaï en romanji, en langage caractère latin. Ouais, ok. Donc tu peux t'en sortir quand même si t'as une idée du nom. T'as grosso modo, enfin la langue est le thaï, mais t'as grosso modo de l'anglais un peu partout. Leur système de rue est un petit peu compliqué, c'est-à-dire qu'en gros t'as des artères principales et après tu vas avoir ce qu'ils appellent des seuils qui sont numérotés, qui sont les perpendiculaires à l'artère principale. Ok. Et c'est à partir de ça que tu t'orientes essentiellement. Donc tu vas, enfin Sri Ayutthaya Seuil 22, ça veut dire que c'est la perpendiculaire 22 à l'artère Sri Ayutthaya qui traverse Bangkok de part en part, quoi, par exemple. Ouais, donc sympa quand même. Enfin, c'est possible, quoi. On se retrouve. Enfin, c'est pas forcément le truc auquel on est habitué, auquel nous on est habitué, mais je dirais que c'est plus simple sans doute de s'y retrouver qu'au Japon niveau type d'indication, et surtout c'est beaucoup plus c'est très anglophone finalement, enfin vu que c'est un pays hyper touristique, ils traduisent énormément de choses en anglais. Bon, sympa. Alors voilà, on a beaucoup parlé de Bangkok et du reste. Quelque chose à dire encore qui te vient à l'esprit comme ça? Attends, j'avais rajouté une dernière petite chose. C'est le Bangpa-in Summer Palace, qui est aussi assez sympa à visiter. Je pense que j'en avais pas encore parlé. Non, t'en as pas parlé. Et j'ai pas non plus parlé d'un autre palace. Donc si jamais vous en avez ras-le-bol des temples, ce qui est assez sympa, c'est d'aller visiter des endroits où vous allez avoir une architecture un petit peu plus différente. Et dans les multiples palais que s'est fait construire le roi de Thaïlande, il y en a un, donc le Summer Palace, je crois, qui est pas très loin de Bangkok, ça doit être à 1 heure grand maximum, disons 1h30 grand maximum plutôt, et dans lequel il va y avoir une multitude de constructions architecturales venant des 4 coins du monde, c'est-à-dire qu'il va y avoir un palais construit dans un style chinois, un palais construit dans un style occidental, un autre construit dans un style un peu plus thaï, et ainsi de suite, et ça va s'enchaîner, et je trouve ça assez sympa justement de pouvoir enchaîner en un même lieu toutes ces architectures assez différentes et tous ces architectures assez sympas. Enfin, je veux dire, c'est des trucs qui ont été faits pour le roi, donc c'est pas... C'est assez joli, quoi. Ouais, voilà, c'est tout à fait. Donc ça c'est assez sympa. Dans les palais aussi qui sont assez sympas, qui sont peut-être un petit peu moins visités à Bangkok, plus que le gros palais du roi à côté du Wat Po et du Bouddha Jad. Il y a aussi le l'Anata Samkong Throne Hall, qui est justement sur cette artère dont je parlais tout à l'heure, Sri Ayutthaya, qui est pas loin de la guest house que je vous indiquais, qui est quelque chose de beaucoup moins visité, qui est un palais construit dans une architecture très occidentale. Je crois que l'architecte est italien, mais je peux me tromper. Ça peut rappeler certaines architectures françaises ou italiennes. Ça fait limite un peu Versailles avec plein de lustres à l'intérieur. Et c'est très sympa à visiter. Et pour le coup, ça change des habituels temples qui se ressemblent un petit peu tous. Aussi, petite précision logistique. Quand vous visitez un temple, quand vous visitez quoi que ce soit en Thaïlande, en gros, il y a des consignes niveau politesse qui font que vous ne pouvez pas rentrer. Alors c'est peut-être pas n'importe quoi, mais en tout cas dans tout ce qui est associé au roi, donc la moitié de ce que vous visiterez, vous ne pouvez pas y entrer si vous avez des chaussures non couvrantes, donc des tongs, si jamais vous êtes en short ou si jamais vous avez les épaules nues. Alors moi ça me pose pas trop de problèmes parce que même sous 30 degrés je me balade en jean et j'ai pas de souci avec ça, et je pas systématiquement des tongs, mais on se fait véritablement refouler quand on entre en tongs au palais du roi.
Donc c'est bon à savoir, faut y penser, c'est pas une règle fausse. Alors on vous vendra éventuellement des espèces de paréos pour vous couvrir les jambes si vous êtes en short, mais mis à part ça, il faut vraiment y penser quoi. C'est d'ailleurs assez rigolo et un petit peu ridicule le coup du paréo, parce que je trouve que le mec qui a mis un paréo par-dessus son Bermuda a pas forcément l'air plus respectueux que le mec en Bermuda. Ouais, niveau style, ça doit être un peu douteux, effectivement. Style, ouais. mais bon, sauf que c'est généralement un paréo multicolore, mais bref. Bon, voilà. J'ai oublié, un avantage de Bangkok, c'est que c'est un endroit assez sympa où atterrir en avion pour ensuite aller dans d'autres destinations et notamment faire des escales. Souvent, tu fais des escales par Bangkok et ça coûte pas forcément plus cher d'y rester un jour ou deux avant de redécoller pour quelque part d'autre. Et du coup, en un jour ou deux, bon, t'as pas vraiment le temps de faire le tour, mais t'as quand même le temps d'aller voir quelques trucs sympas, d'aller manger, d'aller faire le tour au marché et tout ça. Oui. Donc c'est vrai que j'ai failli passer à Bangkok rien qu'à cause de ça. Et en plus de ça, c'est vraiment pas cher ni d'y loger ni d'y manger comme on a vu. Donc c'est une escale qui te coûte quasiment rien et qui te brise un peu souvent un vol vraiment très long, quoi. Ouais, c'est une excellente base opératoire en fait pour aller visiter le Vietnam, le Cambodge, éventuellement le Laos. Moi j'aime beaucoup le Laos, tous ces pays voisins, et c'est un pays qui a un système médical assez effectif aussi, là, si jamais vous arrive des problèmes. On n'espère pas. Alors bon voilà, j'espère qu'on a été assez complet sur la Thaïlande. On reparlera de la Thaïlande. J'aimerais bien parler de la Thaïlande du Nord justement, qui est assez intéressant, et j'ai eu justement des échos vraiment très très bons pour le coup pour les voyageurs sur la Thaïlande du Nord, où c'est peut-être un poil plus difficile d'y aller, mais c'est entièrement faisable, et où pour le coup on s'éloigne un peu de la grosse masse touristique. Ça va se trouver un jour quelque part sur VoyageCast. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te recevoir, David. Peut-être petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. On te retrouve où ? Alors, on me retrouve sur tout un tas de podcasts, Podcast Science entre autres, un petit podcast ciné qui s'appelle Spoiler Alert. On me retrouve aussi sur un podcast qui parle de vie artificielle qui s'appelle Vie Artificielle. Tiens. Et un bien trouvé. Ouais. Et un podcast qui parle un petit peu de tout, d'histoire, qui est sympathique, qui s'appelle 12 minutes 2, et vous pouvez retrouver tout ça sur www.xilrian.net où vous aurez les références de tous ces podcasts. Voilà. Exactement, et je vous encourage vraiment à écouter Podcast Science, parce que c'est un podcast vraiment très très bon, même si on pleure le départ d'Alan. Oui, tout à fait. Mais il est pas vraiment parti, Alan. Ouais, on voit le coup. De toute façon, il va faire un coup d'état d'ici quelques mois et puis reprendre la barre. Et puis aussi parler de Spoiler Alert. J'adore le cinéma et franchement, c'est vraiment sympa. Vous avez des analyses vraiment sympathiques. Merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine, Xil. À la prochaine. Et puis j'espère que tu n'es pas mort de froid pendant le podcast. Non, ça va aller. Allez, ciao. Remémore-toi ce qui t'a jadis été enseigné. Quiconque détient un pouvoir a peur de le perdre. Ça vaut pour les Jedi. Les Jedi sont au service du bien. Le bien est une question de point de vue, Anakin. Les Sith et les Jedi sont similaires. Ils se ressemblent quasiment en tout point, y compris dans leur quête d'un plus grand pouvoir. Les Sith cultivent la passion de la Force, rien d'autre. Et ils sont tournés entièrement vers eux-mêmes. Ah oui, parce que les Jedi sont différents. Et merci Axil d'avoir pris du temps entre deux enregistrements de ses propres podcasts pour venir sur VoyageCast. C'était un vrai plaisir de le recevoir et de discuter avec lui. C'est vraiment un mec hyper intéressant et j'adore parler avec lui. C'est vraiment un grand privilège. Et il a d'ailleurs noté, on a oublié d'en parler pendant le podcast, on n'a pas parlé de la boxe thaï, ce qui est bien évidemment une spécialité de la Thaïlande. Il y a quelques endroits où vous pouvez vous entraîner à Bangkok, notamment un endroit dont il parle du côté de Khao San Road. Il y en a beaucoup, faites quand même attention éventuellement à la sécurité, je pense, à pas vous faire trop mal. Mais en tout cas, il dit que c'est vraiment donné de s'entraîner en Thaïlande plutôt que de le faire en France. Ça peut être sympa pour faire une petite initiation. Je vous avoue pas être trop fan et pas avoir trop envie de me faire taper dessus, mais bon, après tout, ça peut vous intéresser. Pour ce qui est des films du podcast, eh bien vous aurez certainement reconnu ce passage de la plage du film The Beach avec DiCaprio.
que je vous ai déjà présenté dans un autre podcast. C'était, je crois, le premier Voyage Cast qui est sorti. Pourquoi ? Eh bien parce que j'adore ce film, même si j'ai un peu de la peine avec la fin, que ça donne une idée assez marrante de la Thaïlande, enfin marrante, sous-entendu, marrante de l'utopie aussi. C'est un film que j'aime bien et dont j'adore la bande-son, qui est vraiment, pour moi, exceptionnelle. Si vous n'avez pas encore regardé ce film, n'hésitez pas, vous allez passer un bon moment et je vous le garantis. Le deuxième film que vous trouverez sur cet épisode, c'est Star Wars numéro 3, La Revanche des Sith. Oui, il y a effectivement quelques scènes qui ont été tournées à Bangkok. Eh ben oui, c'est vrai, il faut le savoir. J'ai pas vraiment eu le temps de regarder où c'était, mais bref, voilà. Ça peut vous servir de savoir ça. Je sais pas comment, mais ça peut vous servir. J'ai longuement hésité à vous mettre un extrait de Only God Forgive, qui est un film qui est sorti récemment, qui est dans la sélection 2013 des Oscars. Honnêtement, j'ai regardé 15 minutes du film, j'ai pas pu aller plus loin, je l'ai regardé en accéléré. Pour moi, c'est clairement du cinéma qui se la pète. Vous savez, ce genre de film où on vous dit « toute façon, si t'aimes pas, c'est que t'es pas cinéphile ». Je déteste tellement qu'on me dise ça. Moi, je le regarde pas parce qu'il est pourri, ce film. Il est vraiment horrible, quoi. Y a rien à dire, c'est long, c'est ennuyant, et tout ça pour vous donner l'illusion que c'est un grand film, alors qu'en fait, honnêtement, je pense pas du tout. Et en plus de ça, il a 5,8 sur IMDb, ce qui veut pas forcément tout dire, mais bon, je dois pas être le seul à pas l'aimer. Bref, Only God Forgive, oubliez-le. Petite séquence qui pour vous n'a pas grand chose à voir, mais vous le savez, Xil fait partie d'un podcast qui s'appelle Podcast Science. Et puis ils font des quiz de temps en temps auxquels il faut répondre de la façon la plus originale. Et puis je me suis creusé la tête et je me suis dit que personne ne leur avait encore répondu dans un podcast. Donc voici ma réponse à la question qui était: est-ce que tester des casseroles avec un aimant pour savoir si elles sont aimantées peut servir à déterminer si une casserole est ou non utilisable sur des plaques à induction. Les plaques à induction, pour moi, fonctionnent grâce au principe du champ magnétique, et donc il me semble pour avoir un champ magnétique, il faut, dans l'acier, avoir du fer, en quantité assez importante pour qu'il puisse être magnétique. Et effectivement, un moyen de savoir si un acier contient du fer ou non, c'est d'y appliquer un aimant. Donc je dirais que, basiquement, tester ces casseroles avec un aimant peut être une bonne chose pour savoir si on peut les utiliser avec l'induction ou non. J'y mettrai quand même un ou deux bémols. Un de ces bémols, il me semble, c'est simplement la puissance de l'aimant qu'on utilise. À savoir que sur un fond de casserole qui peut être relativement fin, si il y a du fer mais en relative petite quantité dans l'alliage et que notre aimant n'est pas très fort ou n'a pas beaucoup de surface, il peut ne pas adhérer et pourtant votre casserole pourra fonctionner quand même parce qu'il y aura quand même du fer à l'intérieur. Même problème si la casserole a un certain revêtement qui peut diminuer l'effet magnétique qu'on pourrait tester avec notre aimant, mais qui empêcherait pas de créer un champ magnétique entre la plaque à induction et la casserole. Donc bon, je sais pas si c'est clair, mais en bref, lui, je pense que c'est une info qu'on puisse tester nos casseroles avec un aimant, mais je ne suis pas certain que ça soit toujours une vérité absolue. À savoir, par contre, que c'est très simple à savoir, si vous avez une casserole en cuivre, par exemple, et puis que vous y mettez l'aimant, clairement, il va pas coller, et en effet, le cuivre ne peut pas être utilisé dans des plaques à induction. Même chose pour des casseroles qui seraient en céramique, par exemple, qui, en effet, ne peuvent pas être utilisées sur des plaques à induction. Bref, voici ma réponse pour Podcast Science. Pour le prochain Voyage Cast, eh bien, nous avons parlé de blogging. Et oui, parce qu'un jour ou l'autre, en voulant partir en vacances ou en voyage, on nous a dit, mais vas-y, fais un blog, fais quelque chose. Ou bien peut-être on a fait des photos, on a fait des textes, on a fait des dessins, on a fait des croquis, puis on se dit, tiens, ça pourrait être un truc super génial de faire un blog. Mais voilà, on sait pas trop comment faire. On sait pas où aller, on sait pas comment choisir son hébergeur, on sait pas comment écrire, en bref, on sait rien, on n'y connaît pas grand-chose. Eh bien, en un peu plus d'une heure et demie, mes collègues du podcast PodSource, qui sont John et Dom, à qui je profite de faire un gros bisou, les gars, vous êtes les meilleurs, et avec Aidé,
qui est du blog Travel Plugin, qui était déjà venu sur VoyageCast pour nous parler de la Colombie, on a parlé pendant 1h30 de blogging, vraiment des bases, mais aussi des conseils pratiques qu'on a observés dans nos pratiques respectives du blogging, et puis j'espère que ça sera vraiment utile au maximum d'entre vous, peut-être vous donner de l'inspiration pour en créer un, peut-être pour vous aider à améliorer celui que vous avez, ou tout simplement pour vous donner des idées fixes sur ce qu'il y a à faire pour créer votre propre blog, de voyage ou non d'ailleurs. Comme d'habitude, je vais vous laisser sur une musique, en hommage à Podcast Science. Il s'agit de l'artiste Binaire Pilote, et le titre de la musique, que j'aime beaucoup et je l'ai choisi pour ça, HAL 9000. Voilà, pour les fans de SF, vous savez ce dont je veux parler. Alors on se dit à dans 2 semaines, merci d'avoir écouté, n'hésitez pas à donner des commentaires sur cette émission, et à ciao, bonsoir.